Ce salon, ici à Saint-Étienne, pour une rencontre entre producteurs et consommateurs, avec une présentation des alternatives importantes mais insuffisantes pour sortir de l'agriculture intensive. Sera présenté aussi un travail de réflexion en amont avec un système de sécurité sociale de l'alimentation pour promouvoir le bien manger accessible à tous, sans avoir recours à l'aide alimentaire. Je suis le parrain du salon, c'est un grand honneur pour moi, d'autant plus que je succède, m'a-t-on dit, parce que je n'étais pas là il y a 2 ans, à Michel Berrocco. Michel qui a disparu cet hiver, à qui je veux qu'on rende hommage aujourd'hui, donc on pensait à lui. Les réseaux, le réseau CIVAM, donc Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, et l'atelier paysan dont je suis sociétaire, ces réseaux-là ont travaillé depuis 10 ans sur la question de l'accès à l'alimentation. Et les questions alimentaires dans la profession agricole, elles sont très éloignées de nous. Moi, je fais partie, comme la plupart des gens qui sont ici, de la sphère qu'on dit alternative à un système agro-industriel qu'on maudit par ailleurs. Et quand, au bout de 40 ans d'exercice professionnel dans cette alternative-là, en vente directe, sous signe de qualité, respectant le cahier de charges de l'agriculture biologique, promouvant les AMAP, adhérant à Terre de Liens pour financer par GFA des installations, quand au bout de 40 ans de toutes ces pratiques alternatives, vous constatez à vos dépens la totale impuissance du travail qu'on fait, l'absolue impuissance de dévier d'un seul degré le navire industriel qui nous broie tous, parce que vous constatez que nous nourrissons même pas 10% de la population française par cette forme d'agriculture. Là, il y a des questions qui se posent. Dans la tête d'un paysan bien fait, il y a des questions qui doivent se poser. La remise en cause de cette séparation institutionnelle de la production et de la consommation. Et quand vous partez sur cette voie de recherche, comme nous l'avons fait au CIVAM, comme l'ont fait plus récemment l'atelier paysan, la première des choses que vous constatez et pour lequel vous n'avez qu'à pleurer, c'est que la paysannerie, sa production, ignore complètement les conditions de vie des gens qui consomment, ignore bien entendu plus que tout la condition de vie des gens qui consomment l'agriculture industrielle, qui sont 90% de la population française. Et d'un autre côté, quand vous allez à la recherche de ceux qui consomment cette production industrielle et que vous les interrogez sur pour quelles raisons ils consomment cette nourriture industrielle, ils vous disent « mais nous, on n'y connaît rien du tout sur les questions de production ». Ils tombent des cieux, ils rencontrent des paysans, ça leur arrive jamais. La plupart du temps, les Français ne rencontrent des paysans qu'en tête de gondole dans un supermarché, sur Arte pour ceux qui regardent Arte, et pendant les vacances quand il y a une caravane qui vend des produits frais. Voilà les seuls endroits où nous pouvons nous rencontrer, nous paysans, et vous consommateurs, vous citoyens. Et nous sommes tous ensemble citoyens. Et le travail et le sujet qu'on abordera au cours de la journée, ça va consister en ça. Ce que je vous invite à faire dans les années à venir, ce que nous ferons ensemble, c'est construire et remettre de la démocratie dans l'alimentation. Que l'ensemble de la population, demain, soit amenée à dire ce qu'elle souhaite manger. Et vous verrez qu'on souhaite manger tous la même chose. Et quand on aura dit ça, il faudra qu'on se donne les moyens de la production. Et ça sera un autre exercice. Mais on s'y invite, je vous y invite tous. Voilà, c'est ce que je suis venu dire aujourd'hui. Jean-Claude Balbot, qui a travaillé sur ces questions, nous apporte quelques réponses. On a quelque chose qui est un paradoxe. On le voit dans les graines, par exemple. Un céréalier digne de ce nom est obligé de prendre certains types de graines. On est coincé avec des règles et des lois qui nous imposent un système de fonctionnement avec des graines annuelles et pas des graines... je prends toujours l'exemple du site de Cocopelli qui revient aux graines d'origine. On est déjà à la base de l'agriculture là. Effectivement, c'est peut-être de trouver des solutions pour que justement cette alimentation de base soit dans un tarif attractif. Et là, ouais, la solution. Là, la condition, parce que c'est pas une solution, la condition, la conséquence de ce qu'on dit là, c'est qu'il va falloir installer des millions de personnes à produire de l'énergie. Et là, vous êtes élus, je m'adresse à vous, il va falloir qu'on se remonte les manches. Parce que là, on est en train de perdre à peu près 15 à 20 000 fermes par an. 400 000, 400 000, c'est impossible de se passer de pesticides. Si on veut avoir un choix démocratique de l'alimentation, un contentement des Français, si on veut échapper aux questions de revenus universels, avec la consommation de légumes des habitants de Grenoble, c'est 20 000 maraîchers. Vous voyez que c'est un changement de dimension complet. À Saint-Étienne, il faut aller le calcul, vous tomberiez sur le même chose. Il y a eu une politique publique dans le monde.
cette volonté affichée, je ne sais pas si elle va marcher, mais elle a affiché cette politique-là. C'est une république de l'Inde, de la Fédération indienne, l'Andhra Pradesh, où le gouvernement de l'Andhra Pradesh a dit nous sommes 55 millions d'habitants, nous allons les nourrir sans pesticides, sans robots et sans esclaves, parce que c'est les robots ou les esclaves. Et pour ça, nous avons calculé qu'il nous faut 6 millions de personnes à produire de l'agriculture. 10% de la population. Ah oui, c'est énorme. Alors on est loin des jardins partagés et des jardins ouvriers, c'est vraiment un chemin long à parcourir. Donc, ouais, c'est ça, c'est un chemin très long et le chemin il commence par le premier pas que je vais faire pour aller rejoindre mes camarades dans mon un dernier message pour les gens qui nous regardent, le message principal que vous voulez faire passer. Sans un grand mouvement social autour de l'alimentation, on n'arrivera jamais à transformer le modèle industriel, donc on restera dans des niches, compléments de gamme. Là, si on veut rester là-dedans, il faut arrêter de raconter des histoires. Il faut surtout arrêter de raconter des histoires disant qu'on est les meilleurs, qu'on est vertueux, qu'on va transformer ceci, qu'on va transformer cela. Ça, on ne le fera pas sans un vaste mouvement social. 27 millions de Français qui sont insatisfaits de leur nourriture, c'est à eux qu'il faut qu'on parle. C'est pas... Cet agriculteur nous parle de son métier, les problèmes qu'il rencontre, ainsi que le bonheur retrouvé en s'émancipant de l'agriculture intensive. Vous êtes producteur, vous décrire votre travail en général. Bonjour, donc je suis Michel Dumas, je suis en ferme en agriculture paysanne sur les monts du Lyonnais, à Chevrières exactement, en société donc en GAEC avec ma femme. On produit principalement donc, du lait bio. Nous transformons aussi en faisant un peu de vente directe. Nous avons 2 magasins de producteurs. Plein champ à Sorbier et l'escale paysanne à Vauche, où là on fournit du veau de lait qu'on produit sur la ferme, du veau élevé sous la mer. Et puis un peu de lait transformé. Aujourd'hui, oui, on est des paysans heureux parce que financièrement ça se passe très bien, ça se passe super bien. On a toujours un peu cette pression au niveau de l'administration. On doit toujours certifier ce que l'on fait, même si on le fait bien. Le système aujourd'hui est encore basé sur comme vous dites, sur l'agriculture intensive. Dans les écoles, ils ne veulent pas en démordre. Si vous ne faites pas, mettons, du maïs et du raie gras, vous ne vous en sortirez jamais. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on fait un système toute herbe et on s'en sort très très bien. Et vous vous en sortez parce que vous faites de la vente directe? Pas spécialement, parce qu'on a diminué beaucoup nos charges. Tout ce qu'on ne paye pas, c'est tout ce qui rentre dans notre poche. C'est-à-dire? Les engrais qu'on n'a pas besoin d'acheter, les vaches elles sont un peu moins productives que les autres, mais elles ont plus besoin ou guère besoin du vétérinaire. Le marchand d'aliments, il y en a plus qui passent, on n'en a pas plus besoin. Tous ces parasites qui nous entourent, qui soi-disant nous conseillent, soi-disant nous donnent la bonne parole. Je pense que la bonne parole, c'est à nous de nous la faire. C'est à chacun de créer son système. Voilà. Aujourd'hui, on est des paysans heureux. Nous donnons maintenant la parole à une coopératrice du magasin La Fourmilière. Je fais partie du supermarché coopératif La Fourmilière, qui est un supermarché qui se situe à Saint-Étienne dans le quartier de Bellevue. Donc c'est vrai que nous, on a pour but de privilégier les producteurs locaux dans le magasin. Et le principe du supermarché coopératif, c'est qu'on achète des parts sociales du supermarché et en contrepartie, on doit donner 3 heures de son temps chaque mois pour faire tourner le magasin. Donc on est à la fois client, bénévole, décisionnaire, parce qu'on participe aux décisions de l'entreprise et en même temps un peu propriétaire du magasin. Donc voilà, c'est le principe. Et donc nous, on est La Fourmilière et on est à peu près 800 coopérateurs actuellement. On a des liens avec la monnaie locale, par exemple le lien, on l'accepte dans notre supermarché, ça c'est une initiative locale, la monnaie stéphanoise, qui s'appelle le lien. Et puis on essaie d'établir des partenariats, notamment, on a un partenariat avec de la ferme au quartier, qui est une plateforme qui fait le lien entre les producteurs paysans et les magasins comme le nôtre. Donc on passe beaucoup par eux pour ce qui concerne les fruits et les légumes de notre magasin. Et puis on essaie de faire des partenariats aussi avec VRAC,
pour pouvoir commander en vrac ensemble et avoir aussi des prix intéressants pour nos coopérateurs. Donc on essaye de tisser des liens avec pas mal de structures stéphanoises et voilà, c'est aussi notre but. Et qu'est-ce que vous pensez par contre de l'aide alimentaire? Est-ce que par ces structures, on va pouvoir essayer de sortir les gens de cette aide alimentaire? Oui, alors nous, on n'est pas une épicerie solidaire en fait, on est vraiment comme un supermarché, on vend, mais c'est vrai qu'on a aussi des actions de solidarité, donc par rapport à des produits qu'on ne peut plus vendre mais qui sont encore consommables, donc c'est vrai qu'on alimente aussi, mais on espère évidemment que ce soit le plus provisoire possible et que en devenant coopérateur, on participe aussi au fonctionnement du magasin, donc on est dans une optique d'activité et pas forcément passif face aux aides, donc c'est vrai que évidemment ces problématiques citoyennes nous intéressent au premier ordre. À Saint-Étienne, il existe une monnaie locale. En voici l'explication. Ça s'appelle la monnaie, ça s'appelle le lien. Et et du coup ça ressemble à ça. Donc c'est des billets qui ont une valeur équivalente à la valeur de l'euro, donc de 1, 2, 5, 10 ou 20 liens, donc qui ont l'équivalent de leur valeur en euros. Et l'intérêt de cette monnaie, c'est qu'elle est bloquée sur le territoire. Et donc en fait, quand on la met en circulation, elle encourage tous les acteurs du territoire à travailler ensemble. Donc c'est l'objectif de relocaliser l'économie et puis de se réapproprier un outil monétaire qui aujourd'hui n'appartient plus et n'est plus en gestion citoyenne. Vous émancipez des banques Alors en fait, c'est ça l'idée, c'est que on continue à travailler adossé à l'euro, puisque la monnaie est régie par la loi sur l'ESS de 2014. Donc on continue à avoir une équivalence en euros, un lien est égal à 1 euro, c'est obligatoire. Par contre, on a un fonctionnement bancaire qui est complètement différent. C'est-à-dire que le lien, les euros qui sont échangés contre des liens. Donc pour avoir un lien, il faut donner 1 euro à l'association. Et nous, l'euro qu'on a à l'association, il est sur un compte en banque, à la nef ou au crédit coopératif. On a 2 comptes en banque. Et ces 2 banques-là sont les 2 banques françaises qui investissent le plus dans des projets positifs pour la transition énergétique, écologique, solidaire. aussi pour des coopératives? C'est ça. Et donc en fait, les investissements ensuite partent dans des projets, notamment dans le cas de la nef, qui sont des projets implantés sur le territoire, souvent coopératifs. Et donc on a un circuit financier qui est beaucoup plus éthique. Sachant qu'en contrepartie de ça, le lien qui est du coup échangé contre 7 euros circule sur le territoire et donc n'impacte pas du tout le pouvoir d'achat des gens qui l'utilisent. Terre de Liens, une aide aux fonciers. Terre de Liens, c'est une association de foncières qui achète des terres agricoles grâce à l'épargne citoyenne pour la préserver de l'artificialisation et pour installer des paysans. Voilà, donc cet argent citoyen, on l'obtient soit par la prise d'action à Terre de Liens, parce qu'il y a une foncière qui est habilitée à prendre des actions, et puis aussi la fondation Terre de Liens qui est habilitée à recevoir les dons et les legs. Et c'est avec cet argent qu'on collecte que l'on peut acheter des terres et ensuite on installe des paysans sur les fermes avec un bail rural environnemental, c'est-à-dire avec une obligation d'avoir une production en bio. Et voilà, ça permet, comme ça, nous sommes un propriétaire comme les autres en fait, qui permet aux agriculteurs de s'installer sans avoir trop de pression foncière. C'est souvent très cher, que la plupart des fermes partent souvent à l'agrandissement, donc ça veut dire que ce n'est pas créateur d'emplois et en plus ça éloigne de plus en plus l'agriculture du consommateur. Donc l'idée aussi c'est de Terre de Liens que les fermes elles soient viables, vivables, qu'elles soient de l'agriculture paysanne, c'est de l'agriculture de proximité et que ça produise des aliments de qualité pour les consommateurs. Mais aussi d'installer une nouvelle génération de paysans parce que quand on a fabriqué des exploitations de grande taille, on a divisé par le nombre de paysans et maintenant quand on veut s'installer hors cadre familial, c'est-à-dire qu'on n'hérite pas d'une ferme familiale, et ben l'accès au foncier, le coût de l'installation est prohibitif et le fait d'avoir accès au foncier via Terre de Liens et d'être fermier Terre de Liens, ça permet de se lancer.
engage d'un point de vue éthique à ne jamais revendre la terre. Donc c'est aussi une façon de faire en sorte qu'on ne subisse pas la pression foncière et la spéculation constante autour de la terre qui doit être un bien commun. Je vous ai parlé de la foncière qui permet de prendre des actions, je vous ai parlé de la fondation qui permet de recevoir des dons et des legs, mais il existe aussi la fédération Terre de Liens, donc ça forme ces trois entités forment le mouvement national, et la fédération c'est une association de loi 1901 à laquelle nous sommes adhérentes, et dans ce cadre-là nous pouvons être bénévoles, actifs ou actives comme nous le souhaitons, et cette association, cette fédération nationale est organisée en associations territoriales qui correspondent à peu près aux grandes... voilà, ça permet aux gens qui veulent s'investir, d'être bénévoles dans cette association et d'essayer de mobiliser un maximum de citoyens à toutes ces... Pour Terre de Liens, c'est-à-dire qu'on est une ferme, on loue en fait une ferme et nos propriétaires c'est Terre de Liens. Et dessus on s'est installé il y a 5 ans à Saint-Romain-le-Puy dans la plaine dans la Loire. Et on a démarré notre projet au sein d'une ferme qui comprenait pas beaucoup de terrain. Et du coup on s'est pris au challenge pour dire bah oui on peut faire du légume sur pas beaucoup de terrain, tout en étant diversifié aussi et en cultivant bio.